Donc, bienvenue dans ce webinaire surprise. Vu que c'est la loi au Canada, je dois vous dire que chaque personne qui va parler, eh bien, vous êtes enregistré, votre voix est enregistrée. Donc voilà, sur un point de vue légal, je suis couvert. Donc, dans ce petit webinaire, ce qu'on va faire, c'est que au lieu de regarder une journée où est-ce qu'il ne va pas se passer grand-chose, et surtout sur les transactions qui vont être assez molles, et il y a énormément de nouvelles. Il y a aussi le fait que, bon, quand on fait du rollover, vous savez que les bids et les asks sont extrêmement chargés. Les mecs, ils finissent de liquider leur contrat et boum, ils vont enlever leurs ordres au bid et au ask. Et là, d'un coup, ça se met à décaler de plusieurs ticks. Donc, c'est sûr que ce n'est pas des contextes de marché très, très évidents. Et surtout, en fait, il n'y a pas de logique derrière. Donc, ce webinaire-là, eh bien, écoutez, il n'y avait rien de prévu. Donc, ça va vraiment être basé sur répondre à vos questions. Donc, évidemment, plus il y aura de questions, plus ce sera un webinaire intéressant. Et il y a une nouvelle économique aussi qui va tomber. Donc, vous voyez que les carnets se vident pas mal sur... Là, ce que vous avez à l'écran, ce sont les contrats de décembre. Alors, y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, ça va être un très court webinaire, messieurs. Faites juste vérifier si vos micros sont pas coupés. J'y vais. Oui, monsieur Régnier, bonjour. Moi, j'ai installé Mars. Ouais, J'ai des volume profile tout pourris. J'ai redémarré et c'est toujours pourri. alors c'est tout à fait normal. C'est en fait le rollover qui est en train de s'effectuer, tout simplement. Ah, donc, ok, parce que c'est intradable. C'est absolument, absolument intradable. Tu vois, regarde, moi en Ah, ce moment, d'accord. je regarde les contrats de mars. Là, tu vois, il y a des breakouts euh, Ouais. hallucinants, très très forts, avec beaucoup de volume. Tandis que qu'est-ce qu'on a ici sur les contrats de décembre? C'est pas énorme, tu vois. Parce que l'UB, ça commence à 87,28, ça s'arrête à 88,16. Après, il y a un trou noir, Ouais, Star Wars. Après, ça recommence à 88,29 et ça s'arrête à 89,15. absolument, Ah, c'est absolument. normal. C'est vraiment des contrats, tu vois, qui ont été échangés. Si tu veux, c'est un peu le même principe que le sweep. Mais dans le gros, c'est des contrats qui ont été échangés à un niveau de prix, tu vois, plus haut que le prix du marché Ah, qu'on d'accord. a en ce moment. Ça, c'est typique rollover. Et donc, c'est ça un petit peu que tu peux avoir le danger, parce que n'oublie pas que le marché, tu sais, par exemple, quand tu regardes les marchés des actions, des fois, il y a des gaps. Et les gaps, c'est juste basé sur le fait que, je sais pas, l'action était cotée 20, et d'un coup, il y a une transaction qui est effectuée entre un acheteur et un vendeur à 13, boum, ton marché vient de passer à 13. Ah, d'accord, ok. Non, parce que au volume profile inférieur, j'ai même pas volume profile, quoi. C'est no man's land. Donc ouais, mais j'ai exactement la même chose, hein. J'ai des trous de Ah, cotation d'accord, dessus. ok. C'est D'accord. normal, c'est vraiment le principe du rollover et c'est justement pour ça qu'on ne fait absolument, absolument que Rien, dalle. nada. L'avantage, le super avantage pour ça, et je me tourne justement vers monsieur, je pense qu'il y a juste monsieur Johan qui est connecté. Oui, donc l'avantage c'est que quand tu as du rollover comme ça, qui va être donc effectué aujourd'hui et vendredi si jamais il y en a qui sont en retard. Mais tu sais qu'à partir de lundi, dès qu'on tombe sur des nouveaux contrats, il y a toujours cette espèce de, comment dire, un peu con là, mais frénésie de vouloir, ok, on vient d'aller sur des nouveaux contrats, maintenant on veut le faire travailler. Et en plus de ça, on rentre début décembre et donc dans le rallye des traders. Moi, c'est vraiment le rollover que je préfère. C'est vraiment celui qu'on a fin novembre, début décembre et également celui qu'on a en septembre. Parce que en septembre, c'est là du coup la rentrée des traders. Donc c'est vraiment ces deux périodes de rollover qui sont vraiment les plus intéressantes à trader. Donc je suis pas mécontent. Écoute, je veux dire, regarde, aujourd'hui, il y avait quand même pas mal de nouvelles. Et donc, vu qu'en plus demain c'est férié, ça aurait été un marché un petit peu plus tranquille. Donc, je préfère avoir une journée comme aujourd'hui où c'est tranquille, mais à partir de lundi, que là c'est bon, ça va y aller. Ça marche? Oui, monsieur Stéphane, on est finalement sur un webinaire. Tu peux télécharger Zoom et tu vois que monsieur Amine a partagé le code pour joindre ce webinaire. Parfait. Donc, messieurs, je vous écoute. Des questions? J'ai une question. En quoi ce rollover-là, celui de septembre et de maintenant, est intéressant à trader? J'aimerais comprendre sous quel aspect, sur quoi tu te bases pour dire que c'est intéressant. Bah, sur le fait que
Tu sais que en décembre, il y a ce qu'on appelle le rallye des traders, d'accord? Et en fait, le rallye des D'accord. traders, si tu veux, c'est que les mecs, ils ont leur bonus qui leur est versé au mois de décembre. D'accord. Donc, c'est un phénomène, et c'est une loi un petit peu non écrite, c'est que le rallye des traders, c'est vraiment un moment où les mecs, vu qu'ils savent qu'ils vont toucher les sous, il y a un peu comme un commun comme un accord, si tu veux, toutes les actions se mettent à monter, tous les marchés se mettent à exploser. Tout le monde est d'accord que ça y est, on s'en va dans une seule direction parce que plus on va faire du chiffre, plus notre bonus, qui est en général payé aux alentours du 20 décembre aux traders, donc leur bonus annuel, il va être gros. Donc c'est intéressant parce que tu tombes sur des nouveaux contrats, donc les mecs ils vont pas se faire emmerder, tu sais c'est un contrat tout neuf qui va être jusqu'au mois de mars si on veut dire, donc ils peuvent y aller, ils peuvent foutre de la grosse position dessus. Et après tu vas voir comme chaque année, au mois de janvier, il y a la correction de ce fameux rallye des traders. Même si je sais pas si tu écoutes ou si vous écoutez Bloomberg ou si vous lisez par exemple des articles sur Bloomberg, vous allez voir, on commence déjà à parler du rallye du trader. Y aura-t-il un rallye des traders cette année? Y aura-t-il un rallye de décembre? Blablabla. Chaque année, ils pensent qu'il n'y en aura pas, puis il y en a toujours. Bon, l'an dernier, il est arrivé quand même assez tard, mais je pense qu'en Ouais. l'espace de 5 jours, il avait quand même tout explosé. Donc voilà. Oui, JB, j'ai une question sur le rallye des traders. je t'en prie. Euh, on voit qu'il y a une corrélation souvent inverse entre les bons et les indices. Oui, Et tu dis qu'on voit tous les marchés monter avec le rallye des traders. Ce que je comprends pas, c'est que les traders, on voit bien, ils gagnent aussi bien à l'achat qu'à la vente. absolument. Donc, qu'est-ce qui ferait que nos bons augmenteraient aussi si nos indices augmentent? Bah, tu sais, les bons, c'est considéré comme une valeur refuge au même titre que l'or, par exemple. Ouais. Donc, plus tes marchés actions vont monter, plus tes bons, ils vont descendre. Donc, forcément, quand tu tombes sur des rallyes des traders de marché actions, les mecs, ils vont faire beaucoup plus de fric sur le marché action que sur les bons. Donc, s'il y a cette corrélation inverse, tes bons, ils vont baisser. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, on peut faire autant du pognon à la hausse qu'à la baisse. Donc, les indices et les marchés actions, ils montent et les mecs, ils se mettent à shorter les bons. Ils font du cash sur les deux côtés. Ah d'accord, donc dans le rallye des traders, a priori, les bons descendent. Oui. D'accord. Après, n'oublie pas, c'est le contexte du marché, c'est... Oui, oui. Voilà, On traite ce qu'on voit. on trade exactement ce qu'on voit. Si tu vois que cette journée-là, les marchés, parce que tu vois, il y a des fois où moi, ça m'est arrivé, mais des dizaines de fois, surtout dans le mois de décembre. J'espère qu'on aura la semaine prochaine l'occasion de voir ça, parce que tu vas voir, c'est drôle. Ouais. C'est pas très, comment dire, instructif, mais tu fais du pognon, là. C'est que, même avant l'ouverture, boum, t'as les indices qui montent, et qui montent toute la journée. Et t'as les bons qui descendent, qui descendent. Tu sais, rappelez-vous, dans la formation, je vous ai montré des vidéos de doucement mais sûrement, tu sais, où est-ce qu'on se fait 30 ticks, Mhm. puis que ça prend un paquet de temps. Mhm. Eh bien, c'est ça. Cette vidéo-là, elle a été tournée pendant justement le mois de décembre dans des contextes de rallye trader. Alors, tu te fais chier, mais tu te tapes 30 ticks sans trop d'efforts, quoi. Sans risque. C'est ça. Donc ça, c'est le genre de journée, tu vois, où moi, je peux balancer du 40 lots, je suis tranquille, tu es positif, et après, je vais même vous l'avouer, il y a même des fois où je me regarde un petit film rapide sur le côté parce que voilà, j'avais plus 12 sticks et puis je savais qu'il allait rien à m'arriver, tu vois. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je dis que c'est pas des journées qui sont forcément super instructives. Oui, elles le sont pour comment gérer ce genre de situation. Mais après, quand tu gagnes un petit peu plus d'expérience, tu te fais un peu chier, mais tu fais du pognon. Donc voilà. Ça marche. J'espère qu'on en aura une au moins la semaine prochaine pour te faire voir ça en live. J'espère également. Donc voilà. C'est sûr que après, quand je vous parlais des corrections de marché, quant à le rallye des traders, on sait que tous les prix des actions a été monté de façon artificielle et donc que tu as une correction. En règle générale, moi, janvier, février, mars et jusqu'à avril, ça représente, non, juste janvier, février, mi-mars, ça représente 40% de mon chiffre d'affaires en trading. Parce que tu as du coup des putains de corrections de marché. Et donc, tu as une correction à la baisse, et une correction à la baisse, il entraîne un mouvement de baisse, et après tu as la correction de cette correction, pour revenir, si tu veux, à un prix normal, quoi.
Et donc là, on a énormément de volatilité. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient dans le trading ou qui du moins regardaient les marchés à cette époque-là, les marchés US, rappelez-vous janvier, février 2017. Rappelez-vous le bordel que c'était. Du Nasdaq Dow Jones qui perd le lundi 3%, qui le mardi en perd 2 supplémentaires, que le jour suivant il récupère 4. Il y avait vraiment de quoi faire. Donc c'est pour ça que quand on tombe sur des marchés qui sont un petit peu plus lents, puis que je vous dis, même si c'est lent, prenez le temps de vous exercer, prenez le temps de vous pratiquer, parce que quand les marchés deviennent un petit peu plus actifs, vous allez voir qu'il vaut mieux être préparé. Comme de fait, dans les derniers temps, on a vu, il y a des journées où c'était quand même assez rapide, puis plusieurs d'entre vous, par la suite, m'ont envoyé des messages en me disant « Ouais, JB, j'avoue qu'aujourd'hui, c'était un peu chaud. » Eh oui. Donc, soyez prêts. D'accord? Est-ce que ça répond à ta question? Oui? Ouais, c'est parfait. Parfait. Question suivante? Pas de question suivante. Sur les 18 personnes qui sont là, il n'y en a pas un qui a une question. N'oubliez pas, il n'y a aucune question qui est stupide. Et c'est pas parce que vous allez poser une question que les autres personnes vont se moquer de vous. Donc je vous en prie, allez-y. Alors JB, moi j'aurais une question, mais ce serait une question sur le ZN. Je t'en prie. Sur le volume profile actuel que tu as là, Oui. on est à 18210, on a une absorption de 3251. Ouais. Et en dessous, au niveau du bid, on avait 3347. Donc mon ZN ici, ok. Voilà. En fait, quand on est dans des configurations où on a une grosse absorption des deux côtés, c'est-à-dire à la fois Au bid et au qui ask. absorbe, voilà. Ce type de position-là, j'ai remarqué que c'est extrêmement difficile à gérer. Oui. Parce que parfois, les absorptions sont presque équivalentes et on ne sait pas de quel côté ça va partir en fait. Absolument. Est-ce qu'il y a en fait une façon de lire le inside print ou par exemple Allez, 10 000. la première ligne du ask et du bid pour savoir de quel côté on risque d'avoir la pression? Alors, il n'y a pas de technique en tant que telle sur voici ce qu'il faut faire dans... Enfin, voici ce qu'il faut faire. Il n'y a pas de... Juste en regardant le inside print, non. Par contre, vu qu'on va se servir des leaders, par exemple du UB et du ZB, si cette journée-là ils sont leaders, si tu vois qu'il y a du gros combat, tu vois qu'en ce moment il y a du 11 000, on va arrondir, on va dire 11 000. Vous voyez quand même que les gars, c'est quand même assez énorme ce genre de truc. Ouais, d'accord. Ouais. Rappelez-vous, je pense que c'était hier ou lundi, je ne sais plus, on était sur les plus hauts du ZN, puis il y avait 7000 d'un côté et 7000 de l'autre. Donc dans ce cas de figure, si je sais que mon UB et mon ZB sont leaders, ben, quand il y a une grosse bataille à ce niveau-là, ça fait juste faire monter la pression. Parce que si tu as eu 7000 dans l'inside print d'un côté et 7000 de l'autre, ben, si le marché va décaler d'un côté ou de l'autre, ben, tu sais que la partie adverse, elle se rend compte qu'elle n'est pas assez forte, elle va devoir quitter ses contrats. Et donc, quand tu as eu, disons, 7000 contrats short, que tu as eu des acheteurs qui ont acheté pour 7000 contrats et que le marché continue à descendre, tu sais que tes acheteurs ils vont se libérer là de 7000 contrats. Ce qui va écraser, si tu veux, le reste des bids. Et donc, ça va accélérer la descente. Okay. Ça fait en fait, quand tu as du combat d'un côté ou de l'autre, très fort et quasiment au même nombre de contrats, fais juste imaginer que tu prends une bouteille de champagne là, puis que tu la secoues comme un gros malade pendant 30 minutes. D'accord? Tout simplement, ça fait monter la pression. Ouais. Et vu que le ZN et le ZF, la majorité du temps, ce sont des suiveurs, eh bien, si tu vois ton UB et ton ZB, boum, qui part dans une direction, eh bien, effectivement, tu vas avoir une indication par rapport au fait que, voilà, c'est ton leader qui t'a donné la direction. Ok? D'accord. D'autres questions? J'ai une petite question sur l'affichage. Ah pardon, excuse-moi. Non, vas-y, je vais poser après. Vas-y, monsieur Johan. Ouais, alors, regarde, j'ai une petite question sur l'affichage. Ton affichage, il est UB, ZB, ZN, ZF et à droite à l'ES. Ouais. Quelle est la logique derrière? Alors, tout simplement, alors, je te dirais premièrement, c'est une question d'habitude. De deux, on va se baser sur le fait que le UB et le ZB, en termes de contrat au bid et au ask,
c'est à peu près la même chose. Bon, tu as quasiment le double au niveau du ZB, d'accord? Mais tu n'as pas une différence aussi grande que tu as sur le ZN puis sur le ZF. Tu as aussi le fait en termes de volatilité, c'est quasiment identique. Bah, le UB est un peu plus volatile, mais voilà, c'est à peu près la même chose. Quand on regarde aussi au niveau du volume profile, tu te rends compte que le UB, la taille du UB ou comment il est fait, son volume profile, c'est la même chose que tu as de l'autre côté au niveau du ZB, mais à des proportions qui respectent la volatilité de chacun des instruments. Tu vois? Ouais. Après, principalement, moi, des trades, je les passe dans le ZN, ZF, mais maintenant de plus en plus aussi au niveau du ZB. Donc, la même chose au niveau du ZF et du ZF et du ZN. Tu vois, le volume profile, il est quasiment identique, d'accord? Sauf que le ZF, étant donné qu'il est un peu plus volatile, bon, bah, ton volume profile, il est un petit peu plus étiré, tu vois. Et le ES, tout simplement, je le mets à droite parce que c'est vraiment sur une question de confort et surtout que sur l'autre écran à droite, là j'ai le reste de mes indices, donc le Russell, le Nasdaq et le Dow Jones. D'accord. Et tu mets pas les tapes, par contre. Alors là, en ce moment, donc je ne sais pas si vous avez vu la vidéo que j'ai postée hier sur YouTube où est-ce que je vous fais voir la différence entre des écrans HD et des écrans 4K. En ce moment, ce que je vous partage, c'est quelle serait la taille sur un écran HD. Donc, sur un écran HD, je peux juste mettre que mes dômes. Sur les écrans 4K, bah, de toute façon, tu verras la semaine prochaine. Tu vois, sur un écran 4K, je peux mettre absolument tout dessus. Les tapes, les dômes, tout ce que tu veux. Donc, c'est vraiment pour ça aussi que, tu vois, quand je fais des sessions de coaching, je partage cet écran-là parce que ça t'évite d'avoir des vidéos de 50 Go par la suite. Parce que filmer du 4K, c'est comme si tu filmais 4 fois un écran. Donc, ça quadruple, si c'est pas plus, la taille de tes fichiers. Ok, merci. De rien. Monsieur Kevin, vous avez une question? Oui, ma question était au niveau des techniques pour entrer. Et je voulais savoir, est-ce qu'on peut utiliser uniquement la technique de cassure du volume profile? Parce que en fait, les autres techniques, j'ai du mal à voir à quel moment. C'est un fade, un one over ou trading de niveau. Vu que le volume profile c'est plus visible euh, en termes de technique, le reste, je trouve que c'est très subtil et c'est, on va dire, je trouve que c'est compliqué de comprendre à quel moment, dans quelle situation on est. Ok. Bah écoute, moi je te dirais, puis de toute façon, j'en parlais avec Michael justement hier. Je pense que je l'ai dit aussi sur la radio. Moi, ce que je vous montre au sein de la formation, c'est vraiment toutes les techniques que moi, personnellement, j'utilise depuis des années. Alors, est-ce que je suis bon ou excellent dans toutes ces techniques-là? Non. Et je vous demande de faire la même chose. C'est-à-dire que tu vois, moi, cette année, je suis un petit peu moins fort sur les breakouts de par le fait que les breakouts, ils sont pas aussi forts que qu'est-ce qu'on avait par exemple l'an dernier. Et donc, en ce moment et cette année, c'est vraiment les tradings de niveau qui, moi, me rapportent, je pense que c'est quasiment 70% de mes résultats de trading ont été faits sur du trading de niveau cette année. D'accord. Il y a des personnes qui vont préférer tel type de trade. Donc des breakouts sur les prix, des breakouts sur le volume profile par exemple, mais qui sur du trading de niveau sont pourris. Bon, ben, il n'y a aucun problème avec ça. Capitalise sur les choses sur lesquelles tu as envie de faire, sur lesquelles tu es bon et sur lesquelles tu arrives à voir les choses. Moi, je demande à personne d'être un professionnel au top, top, top dans chacune des méthodes. Si vous y arrivez, tant mieux. Par contre, je préfère que quelqu'un me dise, écoute, moi, les breakouts, volume profile, prix et les fades, je suis un tueur, donc je fais ça. Ben go, fais ça. Et pratique-toi. Après, sur le reste, par exemple, le volume, le trading de niveau, mets-toi en démo si tu veux. Si jamais t'es pas à l'aise. Il n'y a pas de problème. Mais trouve vraiment l'instrument que tu aimes, trouve la technique vraiment que tu aimes, et il n'y a pas de problème si tu es moins bon sur telle chose ou sur telle chose. D'accord? Il faut vraiment être... tu vois, regarde, les contrats futurs, c'est plein de marchés différents. Tu peux faire l'or, le pétrole, le blé, le coton, le truc. Bon, bref. Moi, demande-moi de trader de l'or ou du pétrole, là, je suis une grosse merde. Parce que c'est pas du tout ma spécialité. C'est pas du tout ça que je connais. C'est mieux d'être un expert dans quelque chose de très précis, mais d'être un putain d'expert là-dedans. D'accord. Et comment ça t'est venu les techniques? Est-ce que c'est euh, la formation que tu as suivie qui t'ont appris cette technique-là ou c'est des références que tu as vues? C'est un mélange des deux.
honnêtement, c'est un mélange des deux parce que de toute façon, tu ne peux pas apprendre une technique. Tu sais, je veux dire, moi, ça fait des années, des années que j'ai appris ça. Donc là, ma façon de trader, tu sais, je veux dire, dans la logique d'un breakout, un breakout, ça reste la même chose. C'est tout simplement le prix qui casse. Ok, parfait. Par contre, les contextes de marché, les niveaux de comment est chargé le bid et le ask, ça change et ça fluctue assez souvent. Donc, c'est vraiment basé sur le fait que, voilà, on m'a appris de base, voici qu'est-ce qu'un breakout. Un breakout, c'est tout simplement quand tu as une plus grande force acheteuse que vendeuse et le marché il va décaler. Voilà. Par contre, c'est avec mes années où est-ce que j'ai pu justement affiner ces techniques-là, les rendre un petit peu plus à ma sauce. Ça veut dire, tous les traders vont voir un breakout. Parfait. Par contre, il n'y en a pas un qui va trader de la même façon que l'autre. Donc, tu vois une technique, tu l'apprends, tu la pratiques, tu la pratiques, tu la pratiques, tu la pratiques, et après, tu l'adaptes à ta façon, à ta personnalité. Tiens, prenons l'exemple par exemple de David. David, lui, il est bon, il en a rien à foutre. Ça l'intéresse pas. Par contre, il est très fort sur les indices. Bon, ben go, pas de problème, fais des indices. Tu vois? Ok. Autre question, messieurs? Ouais, j'ai une petite question, moi, JB. Ah, monsieur Anto, bonjour. Ça va? Oui, qu'est-ce qu'on boit? Saint-Estèphe, Grand Cru classé, Pour juste... l'instant, je suis à l'eau. T'es à l'eau? On Ok. ouais, on va attendre la fin de journée. Bon, On est en train de te faire une sale réputation, hein. Je te le dis. Dis-moi. alors, moi j'avais une question en fait. Tu sais, quand tu t'es fait ton scénario et sur. Alors, tu rentres en position et en fait sur ton niveau d'invalidation. Ouais. Par exemple, tu vois, si on faisait Eden, Ouais. admettons qu'on a fait des scénarios sur tous les bonds et on se dit on rentre short à 29,115 Ok. avec un point d'invalidation juste au-dessus 29,120. Ouais. Parce qu'en fait, moi si tu veux dans mes trades ça m'est arrivé en fait où alors c'est pour savoir donc je t'explique. Donc tu te dis voilà 29,120 tu sors. Ouais. Mais est-ce que tu regardes ce que font les autres marchés ou quoi qu'il en soit sans réfléchir si ton bid en fait tape 29,120 tu sors sans réfléchir? Alors, le but de faire du trading, c'est de réfléchir. Donc, c'est sûr que je ne vais pas sortir sans réfléchir. Je vous explique. Selon le contexte de marché dans lequel on est, si par exemple tes UB et ton ZB, ils sont assez, d'accord, qui s'arrêtent un petit peu, parce qu'il y a forcément de la bataille, c'est pas les indices où ça part d'un côté ou de l'autre. Moi, quand je te parle de protection sur le 29-120, c'est pas parce qu'on va faire un tick, donc là on se retrouve le ask sur mon 29-120, que tout de suite je vais sortir. Parce que des fois tu vas te retrouver à mettre, je sais pas moi, sur le 29-120, tu as juste 3 contrats qui viennent d'un t'imprimer, puis tes as qui bougent pas de l'autre côté. Pourquoi tu sors? T'as pas à sortir. Tu sais, par exemple, Denis est venu faire les sessions de coaching ici au bureau, et je l'ai engueulé la première journée parce que par exemple, il rentrait, on va dire, à 29-115, et il mettait un ordre stop à 29-120. Bah, je dis, mais pourquoi tu fais ça? Il me dit, ouais, mais parce que si ça touche, tout de suite, je vais être sorti. Oui, mais s'il y a un seul contrat, t'es sorti. Donc, si je vois mes leaders, par exemple, mon UB et mon ZB qui remontent, et qu'on est sur mon 29-120, et que par exemple, ici à 29-120, t'as, je sais pas, 3000. T'as 3000 ask, et qu'on imprime, je sais pas moi, 10 contrats, puis que ça fait 3000, boum, 2000. On réimprime encore 5 contrats, boum, 800. Là, tu sors. Parce que ça te démontre que ton 29-120, du coup, il est faible et que les vendeurs sont pas en mesure de le défendre. Si tu vois que il y a quelques contrats qui sont imprimés sur le 29-120, puis qu'il y a toujours 3000 contrats, que ça bouge pas, et encore mieux, que ça monte, que le nombre de contrats monte, donc on fait 3000, 3002, 3004, sors pas. Ça te démontre que tu as encore de la force. Ok. C'est bon? Alors même si par exemple tu vois quand donc t'as shorté 29,115, Ouais. tes bids sont déjà sur 120, si tu dois sortir t'as déjà 2 ticks, enfin entre 1 et 2 ticks dans la vue. Ça dépend. Si je suis rentré à 115 et que je vois que ici, effectivement, ça s'en va pour... de toute façon, tu vois très rapidement. Dans le sens que si on fait 3000
et que tu vois que tes bids ici, déjà, ils commencent à grossir et qu'ils attaquent et que tes asks, là, ils se mettent à réduire, là, effectivement, sans réfléchir, sans hésiter, plutôt, je sors. Mais si tes bids à 115, il y a, je sais pas moi, 735, puis que tu as 3000 de l'autre côté, puis que les acheteurs, ils ont essayé d'imprimer, puis que ça a fait 10 contrats, puis que tes asks, ils bougent pas, t'es good. Mais c'est si tu vois tes bids là qui se mettent à grossir très très vite et que tes asks là ils se mettent à se réduire, elle est là la différence. C'est que tu vas te rendre compte que les vendeurs ils ont plus cette force là. Ouais, ouais. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Mais c'est vrai que des fois ça va vraiment vite parce qu'en fait, enfin, moi si tu veux, quand je regarde mes stats, en fait, tu vois, j'ai beaucoup plus de trades positifs, mais en fait sur justement les trades où je perds beaucoup plus que ce que je gagne parce que du coup en fait tu vois à regarder, bah hop, tu te retrouves à couper ta position à 2, 3 ou 4 ticks. Ouais, bon. Des fois ça part. Alors quand ça part comme ça veut dire que ton scénario d'invalidation ou la façon de comment t'as géré ou analysé les éléments qui invalidés, ils sont pas bons. Tu sais, à partir du moment où, je sais pas, moi, ton UB, ton ZB, ils sont leaders, puis tu vois que ils ont fait un breakout, que là, il y a de l'absorption du backtick et absorption et backticking, moi, déjà là, c'est mon cue pour dire je donne. Parce que si mes leaders font absorption backticking, je vais pas attendre que absorption backticking. Ok, ça remonte. Vu qu'il remonte, au niveau du ZN, les bids grossissent, les asks diminuent, les acheteurs attaquent les vendeurs et boum boum. Là effectivement, tu te fais niquer. Ouais. Mais dans un scénario d'invalidation, si UB, ZB, qui sont mes leaders, commencent, on fait un breakout, s'arrêtent, ils sont stoppés net par les acheteurs, absorption, backticking, boum, tu dégages. C'est bon? D'accord, ok, ça marche. Question suivante. Alors c'est Thierry, toujours dans la même lignée d'Anthony. Il m'est arrivé un truc de bizarre sur une prise de position. Par exemple, je prends l'exemple là du ZN à 2935. Ouais. Je prends position par exemple à 2940 et je me dis que je me protège sur 135 voire 130. Ouais. Donc je me laisse grosso modo 3 ticks jusqu'à 2925 pour pouvoir sortir. Ouais, bah là, faudrait peut-être un peu plus affiner, c'est-à-dire que dans ce genre de configuration, moi, je rentrerai plus agressif, tu vois, sur 130 en me protégeant sur, au pire, le 125. D'accord? Mais dans ce cas-là, regarde, je vais attendre que mon leader ici, il fasse 88-14 et que ici, tu vois, le ZN, le ZB, excuse-moi, il dépasse. À partir du moment où je vois que s'ils n'y arrivent pas, par exemple, je suis rentré à 130, je vois qu'ils n'arrivent pas à dépasser, qu'ils repartent à l'inverse, bah, je vais sortir tout de suite. Mais regarde, dans cet exemple-là, on serait rentré sur 130, disons. On rentre sur 130. Là, c'est bon, ça continue à pousser. C'est good. Est-ce que ici, on arrive à clearer et à monter? On va voir. Ok, donc le fait que je considère perso que le bloc entre 2920 et 2930 c'est déjà pour moi quasi un gros bloc, Ouais. c'est pas forcément une bonne chose en fait. Bah, c'est une bonne chose dans le sens que, regarde, exemple, on aurait été exécuté à 130. Bah, en ce moment, vu que là, tu vois, le 60-01, j'attends qu'il soit travaillé. Tu vois, pour l'instant, il n'y a aucun vendeur qui veut retaper sur le 60-00. Il n'y a que dalle. Ok. Pour l'instant, on est good. Là, tu as déjà un tick, 2 ticks positifs. Ok, voir si maintenant ça continue à pousser. Et si on fait un retour, on revient si tu vois, sur le 91, là, que tu vois que ton ZB, il arrive sur le 60, tu vois, là maintenant il se fait attaquer, qui repasse, hop, là tu vas scratcher. Enfin, tu vas prendre ton profit rapidement parce que Ok, tu vois que donc là, tes on sort tout de leaders, suite. ils repartent, donc ils vont pas aller plus haut. Vu que tes leaders ne vont pas aller plus haut, pourquoi ton ZN irait plus haut? Il n'ira pas plus haut. Ok, Ok? ok. Alors j'ai une autre question sur la TM stratégie. Ouais. Quand on programme les scénarios en take profit et en stop sur la TM stratégie, il semble, d'après ce que j'ai pu constater, qu'on ne puisse pas sortir avec un ordre marché et que quand on cherche à sortir avec un ordre marché, lui, il considère qu'on prend une autre position. Alors, c'est juste le réglage. D'accord. Quand on va chercher dans le ATM stratégie, qui est ici, par exemple, on va en créer un nouveau.
Alors, rapide fenêtre. Je sais pas, on va l'appeler new par exemple. Hop, ok. Bon, quantité ici, n'oubliez pas de mettre étoile. Parce que quand vous mettez étoile, ça va correspondre au nombre de contrats que vous avez mis dans votre trade center. Ok? Ok. Stop antique, je sais pas, on va dire 5 par exemple. Et tu vois, là, tu vois, ordre. Là, tu demandes que ce soit un ordre stop, mais tu peux changer pour un stop limite. Donc, un stop limite, c'est comme si tu plaçais manuellement un ordre limite pour te sortir de ta position. Mais stop, Ok. ça veut dire que dès que tu as un contrat qui est imprimé, tout de suite, ça va demander au marché de te sortir avec un très ordre bien. marché. Donc, la Ok. différence, elle est ici. Après, tu peux faire aussi, par exemple, stop volume. Stop volume, ça veut dire que, regarde, là, je demande qu'il y ait à 5 ticks, qu'il y ait un ordre stop qui soit déclenché. Là, c'est s'il y a un seul contrat. Par contre, si je fais stop volume ici, puis que je mets, on va dire, je sais pas moi, 500, eh bien, ça voudra dire que même si, exemple, j'ai placé un stop là sur 140, tant que le volume n'arrive pas à 500, donc tant que les asks ne sont pas à 500, ça ne va pas exécuter mon ordre stop. Dès qu'on arrive à très bien. 500, boum, ça le fait. Ok. Donc Ok. en fait, là, si tu veux, c'est comme un ordre limite, mais on lui donne, si tu veux, une borne pour lui dire quand tu es à tel niveau, tu me sors. Tu vas me sortir tout de suite, exactement. D'accord. D'accord? Par contre, il faut bien qu'elle soit programmée stop, stop volume. Là, tu le mets à 500. Bon, tu mets pas à 500 sur ton ZB là, parce que sinon t'es pris tout de suite, d'accord? Donc Ouais, tu as juste vraiment à des paramètres qui pour toi, En fonction du en type fonction. de marché et du type de bon, en fait. C'est ça. Donc tu peux utiliser ça. Et après tu mets en take profit à ce moment-là, puis tu fais OK tout simplement. C'est bon? D'accord. Donc si je comprends bien en récapitulant, ça voudrait dire que quand on fait un réglage comme celui que tu montes là dans le stop type, Ouais. où je mets stop limit, c'est comme si lui, il considère que c'est moi qui ai cliqué dans le ask ou dans le bid pour demander une place pour sortir en fait. Ouais, alors on va juste faire un recap, mais dans mes mots, si tu veux bien. Mhm. Un ordre stop, quand c'est un ordre stop ici, tu demandes que tu sois exécuté donc au marché au même principe qu'un ordre stop classique quand il y aura 500 de volume ou moins. Ok? D'accord. Par contre, quand tu demandes à faire un ordre stop limite, ça veut dire que tu vas être placé dans la position pour être sorti. D'accord? Et là, tu vas devoir attendre le principe d'un ordre limite. C'est ça. Ça veut dire que s'il n'y a pas de place et que je ne suis pas pris, en fait, mon stop ne sera pas exécuté. Exactement. D'accord. D'accord. Ok, j'ai compris. Question suivante. JB, on se fait une pause café? Non? On a un webinaire, mais si tu veux aller prendre du café, vas-y, je t'en prie. Alors, Ouais. JB, tu m'entends? ouais, attendez juste un petit instant. Bilo. Oui, Oui, tu m'entends? ok. Parfait. Zach, tu peux aller ouvrir en bas, il y a un mec, s'il vous plaît. Merci. Ouais, c'est bon. Ciao. Oui, excusez messieurs. La question était? Ouais, salut JB, Denis. Oui, en forme? Bien et toi? Oui, dis-moi. Question? Ouais, salut à tous. Donc en fait, peut-être, excuse-moi, peut-être un rappel pour toi. Je voulais savoir pourquoi est-ce que les bons sont... Il y a très peu de traders en fait qui tradent les bons, c'est aussi mort l'après-midi. Tu en as peut-être déjà parlé, je m'en excuse. Mais voilà, est-ce que les traders se concentrent plus sur les indices l'après-midi? Voilà, je voulais savoir. Non, en fait, les traders, de façon générale, ils vont vraiment trader où est-ce qu'en termes de volume, c'est beaucoup plus intéressant. Plus tu as de volume, moins tu as de risque. Donc, si tu veux, c'est un peu, comme je vous l'ai dit, hein, c'est un métier de branleur. Donc, de toute façon, les mecs, une fois que tu as atteint ce niveau-là, attention, les mecs, ils vont trader les ouvertures. Ça va être super occupé jusqu'à, tu vois, 11h, 11h30. Et après, le volume, il descend parce que les big guys, les mecs qui font vraiment bouger le marché, ils sont plus là-dessus. Tout simplement. Ok. Donc, Ils sont positionnés le matin. exactement. Tu sais, par exemple, si tu te promènes à New York, tu vas à Wall Street. Merci, mec. Eh bien, tu vas voir que l'après-midi, le matin, t'as aucun trader qui est à l'extérieur. Tu les vois, ils ont leur manteau de trader là. T'en as aucun le matin. Vas-y l'après-midi, tu vois, ils sont tous dehors, en train de discuter. Ok. Donc, c'est vraiment un contexte que voilà, tout le monde va trader en même temps. On profite des deux ouvertures. Boum, 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 on fait nos trucs. L'après-midi, il reste quoi? Bah, il reste oui, des traders, certes, mais tu as aussi une majorité des retail qui sont là.
Parce que tu sais, il y en a, ils pensent que pour faire du scalping, il faut rester 8 heures par jour devant un écran. C'est complètement débile. Donc l'après-midi, tu le vois de toute façon au niveau du tape, tu n'as plus des 1000 ou des 500 là. À part quand tu arrives proche de la fermeture, là, il y en a qui vont se débarrasser de leur grosse position. Ok. Et est-ce que, bah tiens, ça m'a amené une autre question. Est-ce que ça peut être pertinent de trader vers les fermetures justement Non. pour profiter un petit peu de cette... Non. Non, du tout, du tout. Parce que fermeture, tu as des grosses liquidations, puis d'un coup, boum, ça part d'un côté, de l'autre et tout. Je veux dire, moi, ça m'intéresse pas, et puis de toute façon, c'est pas un contexte qui est favorable. Merci, cherchez le mot. Ok, ça marche. Bon bah écoute, merci infiniment JB. Ça fait plaisir. Merci pour tout. Autre question? Bon, bah écoutez, s'il n'y a pas de questions, au moins je suis content qu'on ait pu faire ce petit webinaire parce que vous voyez, quand on regarde un peu ce qui se passe, quand vous voyez le nombre de transactions, c'est pas la folie furieuse, d'accord? Donc, n'oubliez pas, demain c'est la Thanksgiving, donc les marchés sont complètement fermés. Et vendredi, il y a ce qu'on appelle le early close, donc les marchés vont fermer à 13 h. Et également, moi, je suis sur mon départ pour aller en France, donc je ne serai pas là. Donc sur ce, messieurs, dames, bonne journée à vous et je vais vous mettre au courant de la journée ce webinaire dans votre espace membre. Ça marche? Ok, dis-moi JB, tu Ah, arrives oui. quand? Moi, j'arrive samedi. Ok, donc là tu viens pour la session dont tu nous avais parlé là. Ouais, je viens pour en fait du dimanche au samedi. Ok, d'accord, samedi, fin de semaine. Ouais. Ok. Bon bah écoute, on va te contacter sur place. Bon, ben ça marche. Fait que si tu veux, tu peux envoyer un petit message en Slack après. C'est good? Ok, très bien. Merci tout le monde, à bientôt. À bientôt. Merci Ciao. JB, merci à tous. Ciao.